Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir quelqu'un que vous avez peut-être déjà croisé sur la chaîne puisque on anime ensemble XR360. Voilà, en ce moment il n'est pas des nôtres parce qu'il a d'autres chats à fouetter, mais en tout cas je suis ravi de rencontrer Louis de France Immersive Learning. Comment tu vas Louis? Bah écoute Mathieu, ça me fait un grand plaisir de refaire une vidéo avec toi. Eh tu vois, ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas fait ça bah moi je découvre vos locaux en plus. Et c'est cool, très top, très top. Ouais, j'avoue, il y a beaucoup de bureaux, beaucoup d'espace. Et du coup, si on devait expliquer un peu ce qu'est France Immersive Learning, si tu peux nous donner quelques mots vite fait. En quelques mots, France Immersive Learning, c'est d'abord une association. Et cette association, elle est au service de la filière et de ses membres. Donc dans l'asso, on va retrouver des producteurs de contenu, donc des gens qui vont produire des solutions de technologie immersive. On va retrouver des personnes qui consomment ces contenus, des utilisateurs. Et on va retrouver ce qu'on appelle nous des prescripteurs, c'est les gens qui vont commander des choses pour d'autres, mais qui eux payent, mais qui ne les utilisent pas. Et cet asso, en fait, est réfléchi à l'utilisation des technologies immersives dans un contexte professionnel. La première question à laquelle on essaie de répondre, c'est je suis un enseignant, j'ai 10 élèves, je veux les mettre dans un casque de réalité virtuelle pour faire quelque chose avec, comment je fais ? Quel contenu j'utilise, à quoi ressemble ma séquence, etc., etc. Et puis tous les autres problèmes qui vont se poser avec. Du coup, vous apportez les solutions, que ce soit hardware et un peu service, on va dire, c'est ça? Alors nous, on va apporter, l'essentiel de notre savoir-faire, c'est le service. Ouais, c'est vraiment le conseil, la formation des professionnels. Ouais. Et on va les mettre en relation avec des membres de l'association. Si ce n'est pas dans l'association, on ira les chercher ailleurs. Mais on va d'abord chercher à les mettre en relation avec des professionnels du domaine qui répondent à leurs besoins. Puisque tu le sais aussi bien que moi, les technologies immersives, c'est super vaste. Ouais. Et donc, quand tu es un petit nouveau qui débarque dans le domaine, c'est compliqué de se trouver le bon partenaire. Et donc nous, on va aiguiller vers les bons partenaires et les bons partenaires fournisseurs de solutions aussi, hardware, comme soit directement des producteurs comme HTC, comme Pico ou Meta, ou alors on va aller directement chez des revendeurs qui eux font des packs et puis te fournissent des choses qui sont toutes packagées et qui vont permettre d'atteindre l'objectif que tu cherches. Et vous, du coup, France Immersive Learning, les technologies immersives, vous êtes vraiment né là-dedans et vous y croyez depuis des années, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, l'asso, elle a été fondée en 2018, fin 2018. Par 6 comptes qui ont cru au truc au début, qui était le CNAM LUPEC pour les acteurs universitaires, l'AGFIP et Défi Métiers pour les acteurs socio-économiques et Natixis et Orange pour les acteurs privés, entre guillemets. D'accord. Voilà. Et donc nous, l'asso existe en tant que tel depuis 2018 et puis les 3/4 des gens qui bossent aujourd'hui chez Immersive Learning Lab ou France Immersive Learning, on est là, nous, dans le métier depuis 2014, 2015, un peu avant pour certains. Et du coup, moi je suis venu ici parce que, en fait, pas seulement en touriste, il y avait un événement aujourd'hui, typiquement, et du coup, c'est un petit peu aussi au cœur donc, de ramener les acteurs donc, qui étaient HTC aujourd'hui et aussi des professionnels de la VR qui développent des solutions ou des entreprises qui aimeraient implémenter ça, c'est ça? C'est ça. En fait, sur un événement comme ça, donc là on était sur un événement de présentation des produits de chez HTC. Ouais. Et en fait, dans l'événement, le public qui vient, c'est soit des développeurs, soit des utilisateurs aujourd'hui d'HTC qui veulent découvrir les nouvelles nouveautés, soit des gens qui se posent des questions. Genre, les technologies immersives, j'en ai entendu parler, aujourd'hui le métaverse, j'en ai entendu parler, et je me pose des questions, j'aimerais essayer des choses, j'aimerais découvrir, et c'est à ça que sert l'association aussi, c'est à accélérer des gens qui se posent la question, et donc nous on se pose comme un acteur de confiance. Voilà. On peut venir discuter avec les gens de l'association, on va rencontrer des professionnels et on va pouvoir se faire une idée de est-ce que ces technologies sont intéressantes, je vais les essayer, je vais pouvoir me faire mon avis et puis décider de si j'ai envie de créer des projets avec. Comment l'association elle vit En fait, l'association, elle a 2 jambes. Il y a l'asso qui va vivre des cotisations de ses membres. Ouais. Tous les membres sont que des entreprises et payent une cotisation à l'année. D'accord. Après, sur des événements comme ça aussi, on facture le temps de travail qu'on y passe, évidemment. Normal. C'est normal. Donc, présentation. Toi, par exemple, j'ai vu tout à l'heure, tu streamais la conférence pour que ceux qui ne peuvent pas être en présentiel ont pu le suivre depuis la chaîne YouTube. France Immersive Learning. Je mettrai les liens en bas dans la description. Et il y aura le replay du coup de la conférence sur la chaîne. Absolument. Donc ça, tu vois, c'est des choses qu'on va facturer parce que tout travail mérite salaire et donc tu bosses, tu fais facturer le travail. Je comprends. En ce moment, je cherche le salaire. Moi, je travaille, mais je cherche encore. Mais je comprends tout à fait, bien sûr. Ouais. Et de l'autre côté, en fait, l'asso possède en plein une entreprise. C'est le seul actionnaire de l'entreprise qui s'appelle Immersive Learning Lab. Nous, on l'appelle le Lab. Et donc, le Lab, lui, va facturer des prestations de conseil, de formation ou de fourniture de matériel de recherche et développement. Alors aujourd'hui, nous, on va parler quand même des casques qu'on a vus, parce que c'est aussi ça un peu qui peut intéresser les gens.
On a vu du HTC, donc qui avec les casques qu'on a vu aujourd'hui n'est pas forcément dans le grand public. Non. Le Vive Flow aussi commence, enfin en tout cas, voilà, suit son chemin pour aller attirer le grand public. Le Vive Focus 3 qui est vraiment potentiellement un Quest Killer en termes de spec et tout, eux ils ont décidé de ne pas aller franchir le pas. Et je pense qu'on le comprend, c'était sans doute une question de prix parce que Meta, on le sait, Meta pour l'instant… ils ont un peu cassé le marché. Voilà, ils vendent, mais est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Pour l'instant, on ne le pense pas. Voilà, ils se font de l'argent sans doute sur le contenu, sur le store, sur les jeux. Donc du coup voilà. Et toi, des deux casques là, vraiment, comment tu les perçois ces deux casques? Parce qu'en vrai, ils sont assez différents. On est vraiment sur deux propositions de valeur qui sont complètement différentes de la part d'HTC. Ouais. D'un côté, tu as le Focus 3, c'est le Quest 2 pour le grand public, mais professionnel. Donc c'est-à-dire que boosté un peu. Et boosté un peu, voilà. Mais c'est vraiment un casque autonome, SID-off. Est conçu pour de l'usage professionnel. Il est robuste, il est ultra paramétrable, il est nettoyable, il a une sacrée puissance, il a une XR2 ventilée, ce qui le place en termes de puissance quand même largement devant le Quest. Ouais, il tiendra mieux sur la durée. Exactement. Donc lui, c'est vraiment le casque à tout faire du professionnel. Il est 5K. Ouais, c'est ça. Et au-delà de ça, ils ont d'autres gammes. Ils ont le Pro 2 qui est pareil, c'est dans son nom, c'est un Pro. Et puis sur d'autres segments de marché, on va retrouver des Vario, qui sont des casques plutôt vraiment très professionnels. Ouais. Et donc lui, c'est vraiment le casque à tout faire. C'est ton casque de tous les jours qui va te permettre de faire de la formation, qui va pouvoir te permettre de faire de la réunion et je ne sais quel autre usage que chacun va pouvoir inventer. D'ailleurs, ils ont ramené des accessoires pour compléter le casque. Aujourd'hui, on a vu le eye tracking et le face tracking. Et voilà. Et le face tracking, dont moi je me souviens, on s'en était un peu moqué à l'époque parce que c'était un gros appareil. Là, ils nous ont présenté un truc, c'est ultra quali. On a un tout petit appareil avec une petite prise USB-C, ça rentre, ça disparaît dans le module du casque. Là, on a un truc qui est vraiment usable et qui va pouvoir se déployer parce qu'on considère qu'on a besoin de l'expression de la bouche en social VR. Et en social VR professionnel, c'est la même chose. On a besoin de récupérer des expressions faciales pour mieux communiquer les uns avec les autres. Et le eye tracker, ça va avoir pas mal d'intérêt aussi sur des simulations, il en parlait tout à l'heure, de marketing, pour analyser des rayons marketing, pour voir ce qui accroche l'œil, ce qui n'accroche pas. Et je suis sûr que dans le domaine de la formation, il y a plein de gens aussi qui ont des idées d'exploitation de ce genre d'appareil. Ouais. Donc, ce qui était intéressant dans la présentation d'aujourd'hui, je trouve que c'est que vraiment, du coup, là, avec les add-ons du Focus 3, parce que c'est vraiment des add-ons, on arrive avec un casque qui est très complet, un tarif raisonnable pour une entreprise. On n'est pas dans du raisonnable grand public. Au-delà des 1000 €, on est dans les 1400 €. C'est 1400 €, il me semble, TTC pour une entreprise. Et le prix des accessoires, il ne nous les a pas donnés là ce soir. Mais je les rajouterai en synthé s'il faut, si je les trouve. Exactement. Mais tu as du coup ce casque qui est cher pour nous, pour toi, pour moi, on ne va pas l'acheter. Non, bien sûr. Mais dans une ligne de compte d'une grande boîte, c'est pas beaucoup plus cher qu'un PC en fait. Non, donc, bien sûr, oui, c'est ça. Si tu as les usages, c'est raisonnable. Exactement, et ça s'amortit dans le temps. C'est-à-dire que tu le payes, mais ça te donne de l'argent parce que tu développes autour de ce produit. C'est un outil, quoi. C'est comme un ordinateur, quoi. C'est exactement ça. Et puis ça t'encourage aussi à rentrer dans une dynamique de long terme où tu vas pouvoir acheter d'autres solutions, l'expérimenter pour faire de la collab, de la formation, de l'orientation, de l'onboarding, de la sensibilisation, etc. Parce que tu as mis du pognon sur la table, donc tu as un peu envie que cet argent soit rentabilisé. C'est normal. Et dans les autres accessoires qu'ils nous ont présentés, il y avait le Wrist Tracker aussi, qui est assez intéressant. Et justement, il disait, le problème aujourd'hui du hand tracking, c'est les occlusions, c'est je sors du champ, et on l'a tous expérimenté avec nos Quest, parce qu'on a quand même tous un peu des Quest. C'est vrai que le hand tracking, il est stable jusqu'à un certain point. Et je serais très curieux, moi, d'essayer pour le vrai Wrist Tracker, pour voir à quel point il permet de raccrocher beaucoup plus vite, à quel point il permet les superpositions des mains, etc. Parce que dans un usage professionnel, tu peux pas te permettre, je suis en formation, je manipule un truc, je fais ça avec mes mains parce que je sais pas quelle opération je suis en train de faire, mais c'est pas quelque chose qu'on fait jamais. Je peux pas me permettre d'avoir une main qui part au loin, tu vas casser l'immersion, tu casses la formation, tu as plus du tout les retours que tu attends. Donc je trouve que ça, c'est un add-on qui est vraiment intéressant. Et en plus, on sait que chez les concurrents, ils travaillent là-dessus. On a vu des vidéos de Meta qui réfléchissent avec le même genre d'appareil. Donc très intéressant. Et en face de ça, il y a le Vive Flow qui lui vient attaquer un tout autre segment de marché. Ils ont un positionnement entre le B2B qu'ils nous ont présenté aujourd'hui et le grand public qu'ils ont présenté à l'époque. Dans le grand public, c'est un casque qui
s'adresse à un public à mon avis très averti et qui va chercher des expériences très particulières. Par exemple, est-ce que toi tu crois justement à ce use case où on voit les gens qui sont dans des voitures et qui mettent des casques? Alors, j'ai un peu de mal moi avec ce concept parce que je me dis tu es dans une voiture, quelqu'un est en train de conduire, genre à moins que ce soit un conducteur Uber, genre tu t'en fiches, tu mets ton casque, mais en général il y a quand même l'aspect. Dans la voiture j'y crois pas. Dans le train ou dans l'avion, on est d'accord. Ça se réfléchit, tu vois. J'ai envie de me mettre au calme. Moi, j'ai un voyage là dans film. pas longtemps, je me verrais bien mettre le casque. Et te faire ton. Et un film. Et ton Netflix, tu vois, en vrai, mais t'as un écran de cinéma qui est gigantesque, c'est super quali, t'es complètement isolé, t'entends plus l'avion, tu vois plus les gens. Voilà, ça te permet d'avoir un voyage aussi agréable. Donc, autant la voiture, on est d'accord, j'y crois pas des masses. Ou avec un holoride, ou dans ce cas-là, tu peux t'amuser avec la voiture. Mais voilà, c'est sûr que si je pars avec ma compagne et qu'elle conduit, je vais pas mettre mon ou genre, flow. T'arrives dans un blablacar avec quelqu'un, tu dis ah, salut, ça va? Ouais, oh, alors je te laisse, excuse-moi. Ça va pas marcher non plus. Le mec qui te dépose. Il va t'arrêter. Tu sors. Tu sors tout de suite. Le respect n'est pas rentré dans la voiture en fait, c'est ça. C'est genre t'es venu sans respect en fait. Et donc dans ce secteur grand public, je lui vois des intérêts, mais plutôt pour des gens qui sont déjà très avertis de la VR et qui vont chercher une expérience très particulière. Typiquement celle-là de je veux être au calme, je veux me mettre, je suis souvent en déplacement, j'ai envie d'un truc qui est différent d'un PC, etc. et de m'isoler pour pouvoir me ressourcer, me reposer ou juste profiter de mon film. Donc ça, je vois cet usage-là, mais je le vois pas massif. Par contre, moi, ce qui m'intéresse beaucoup en tant que professionnel, bah tiens, attrape la boîte derrière toi. Yes. Voilà, pour les gens qui nous regardent. On en profite. Hein. Le flow, il tient dans cette boîte-là. Voilà, on a les props HTC sous la main, on les a tous, donc on en profite. Le flow, il tient dans cette boîte-là. Ce qui est super intéressant pour des pros, c'est que du coup, il prend aucun espace. Ce qui fait que si tu veux le packager dans les systèmes de valises, c'est super simple à faire. Oui. Et l'autre truc qui est cadeau, ça rentre aussi. Exactement. Et l'autre truc qui est très intéressant dans le professionnel, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, les propres HTC, c'est bien quand même. Non mais du coup, le form factor qui ressemble à une vraie paire de lunettes. Ouais. Et tu vois, pour les gens qui nous regardent. On s'excuse, on l'a pas nettoyé, hein, mais. Hop, je vais faire un truc comme ça. Pensé à le nettoyer avant. Mais si tu vois le form factor qui ressemble à une paire de lunettes et qui se met comme une paire de lunettes, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est beaucoup plus facile socialement de le faire mettre à des gens qu'un casque est compliqué, qui tout de suite t'occupe. C'est ce que aussi vante HTC, c'est le côté acceptabilité qui est vraiment apparemment plus acceptable. En plus, c'est assez cool parce que ça se retire très facilement là pour régler les lentilles. Et tu vois, pour les lentilles, par exemple, ils ont pensé à un truc, c'est pour les porteurs de lunettes comme moi, tu peux régler la dioptrie. Ça veut dire que je peux régler à ma vue le casque. Donc en termes professionnels, où je dois faire passer pas mal de gens, c'est assez intéressant. Le fait que la mousse soit movible, c'est-à-dire que j'en ai 3-4 là, et dans ma journée, paf, je les change, je les nettoie pendant que les autres sont en train de faire, et ça se passe bien. Et surtout, pour tout ce qui va être expérience contemplative type 360, tu vas avoir des usages, et aujourd'hui il y en a plein, tu vois, tu prends l'orientation professionnelle, l'onboarding, la sensibilisation RSE, c'est souvent des expériences 360. Et donc du coup, un casque comme ça, avec une vraie offre professionnelle, bah, tu as un form factor qui est accessible, tu as une usabilité qui est importante parce que ça ressemble à une paire de lunettes et pas à un casque. Il n'y a pas de contrôleur. Et ben tout ça, ça fait que ça fait un casque super simple à utiliser pour les gens. Alors quand tu dis il n'y a pas de contrôleur, on a un contrôleur 3DoF. Qu'on peut ajouter. Ou un téléphone qu'on peut ajouter. Un téléphone aussi qu'on peut ajouter, qui est connectable. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas peu fiers de nous dire que ça y est, c'est compatible iOS, ce qui n'était pas le cas au départ là-dessus. Par contre, là aussi, un use case que je vois, et là, donc, du coup, je reviens sur la partie professionnelle. C'est vrai que, par exemple, faire une réunion de 2 heures, avec ça, c'est nettement plus jouable aussi qu'avec un casque. Même si moi, j'ai déjà mis des casques 4-5 heures, ça ne me dérange pas. Mais je pense que pour les employés, on est des professionnels. Oui, on est des power users. Et on a l'habitude de les utiliser, de les porter et de le faire longtemps. Et malheureusement, on aime ça en plus. C'est ça, le problème. Mais effectivement, non, mais au bout d'un moment, comme tout le monde, on atteint des limites, tu vois. Genre, je pense que j'ai jamais fait 8 heures de casque, mais je pense qu'au bout d'un moment, pareil, je craque. Mais il y avait des mecs qui avaient fait des vidéos là-dessus qui sont assez rigolotes. 24 heures. 24 heures et une semaine. Bien sûr. Mais ils sont pas en bon état à la sortie quand même. Mais très clairement, en tout cas, passer une réunion et tout ça, là, en fait, tu augmentes la limite d'acceptabilité et donc tu augmentes le nombre d'utilisateurs assez mathématiquement. Et le confort. Tu vois, c'est simple à mettre, c'est simple à utiliser et donc du coup, tu as un produit qui est facile à déployer. Donc moi, je crois beaucoup au flow dans le domaine professionnel. Avec, voilà, typiquement, nous aujourd'hui, on bosse sur des contenus d'orientation qui sont open source.
Et donc, tu vas mettre des élèves dans des situations professionnelles. Et ils vont regarder les situations professionnelles avec des gens qui leur parlent et qui vont chercher à leur expliquer et leur donner envie de leur métier. Bah, mettre des casques à des élèves, c'est compliqué. Tu vois, ils n'ont jamais fait. Alors, tu as ceux qui ne sont pas habiles et tu as ceux qui sont ultra habiles. Et donc, il y en a, tu cours derrière, il y en a d'autres, tu les pousses. Et bien ça permet quand même d'augmenter la limite d'accessibilité de manière assez importante. Et donc je trouve que moi c'est un produit assez intéressant. C'est ce qu'on se disait déjà la dernière fois. Et voilà, moi je reste persuadé de cet usage-là. Et la suite professionnelle qui vient de sortir dessus, avec notamment le management des contenus que tu as dans les casques, de pouvoir les synchroniser, de pouvoir un paquet de choses, et bien ça, pareil, dans le monde du pro, les gens ils sont très sensibles. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que pour les professionnels, on va pouvoir être capable d'aller pousser des applications quand on en a besoin, à distance parfois, de préformater les casques aussi pour en mettre tout l'habillage par exemple de l'entreprise ou des choses comme ça, et qui se retrouvent avec tous les outils. Ouais, non, je comprends. Après, voilà, pour le grand public, moi vraiment, à part pour la partie film, voilà, la méditation en VR et tout, pour l'instant, ça reste encore conceptuel. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous y croyez. La vidéo 360, moi je trouve que ça peine encore à prendre. Mais j'ai vu des trucs sympas avec, je crois que c'est Logan and Paul qui s'appellent les deux là. Felix and Paul, pardon, c'est ça. Qui font des choses assez incroyables. Des choses très très cool. Mais tu vois, c'est des trucs que j'ai fait une fois et c'est pas les trucs sur lesquels je m'emballe. Tu vois, dans le grand public, par exemple, je sais pas si tu es au courant, mais Orange a fait une captation 360 de Roland Garros. Et il te diffusait ça sur une appli dont j'ai oublié le nom, mais qui est une appli maison d'Orange, sur laquelle tu pouvais accéder et en gros aux places que tu n'auras jamais. Tu vas avoir une caméra qui est posée sur le poteau du filet, t'en as une qui est à côté de l'arbitre, t'en as une qui est sur le banc de Djokovic, tu vois. Enfin, on t'offre les places que tu n'auras jamais. Et ben dans ce genre de contexte, je trouve que ce casque-là est vachement adapté parce que vu qu'il est ultra simple à mettre, bah, des gens pourraient être tentés par ce genre d'offre. Tu vois, tout à fait. Des fous furieux de sport qui veulent les places qu'ils n'auront pas. Qui ne peuvent pas faire le voyage tout simplement. Exactement. Pour l'événementiel, on est d'accord. Pareil, bah, tu sais, il y a les soirées que font le French Corner, là, avec Lenny, notre ami et tout Lenny. Effectivement, ces casques-là, et ça aurait été peut-être ce form factor-là. Mais en vrai, c'est ce qu'on rêve finalement. Ce qu'on rêve, c'est juste que bah, celui-ci, il efface les limites contraintes techniques pour atteindre du SysDof, en vrai, voilà, avec une vraie attache un peu plus gaming et tout. Donc c'est ce form factor-là qu'on espère un jour atteindre. Mais en fait, moi, ce que je pense avec ce produit, c'est que, en fait, avec ce produit, HTC est en train de paver la voie. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire, c'est pas notre produit le plus abouti, il a plein d'usages. Ouais. Mais par contre, c'est là qu'on va. Et c'est ça qui arrive. Voilà, pour le grand public, c'est ça qui arrive. Et quand on voit le Neo 4 de chez Pico, par exemple, qui avec ses nouvelles lentilles pancake, qui a un format tout écrasé et qui retombe sur un form factor de gros masque de ski, on voit bien qu'on est en train de se lancer dans cette dynamique du léger, facile à mettre et le form factor de lunettes. Quand même, parce que quand Meta nous propose des Ray-Ban Stories, qui, bon, on va pas rentrer dans le débat des Ray-Ban Stories. On devrait en parler, je suis pas sûr. Non, c'est pas la peine. Mais voilà, moi c'est un produit que je comprends pas. Mais quand je vois ce produit-là en face, bah ouais, on est sur un truc un peu plus gros. Oui, il n'est pas complètement six-off. Oui, il n'a pas de contrôleur. Oui, on va pas pouvoir faire du Walking Dead en VR avec un flow. Mais il a déjà plein d'usages. Il a des usages très intéressants. Et par exemple, dans le médical, c'est un device qui est en train de se déployer vachement. Pourquoi ? Parce que souvent, les gens dans le médical, ils sont allongés. Là, tu n'as pas de batterie à l'arrière. C'est vrai, effectivement. Et donc, en fait, tu as un truc qui est léger. Donc, pour des gens qui sont… La batterie, elle se plug là, via le USB-C. Vous mettez une batterie externe et puis… C'est exactement ça. Et donc, pour des gens qui sont allongés, tu vois, typiquement, là, cet après-midi, tu sais, il y avait des entreprises qui présentaient. Il y avait une entreprise, c'est HypnoVR. Eux, leur truc, c'est d'accompagner les gens pour la sédation. Où ils font complètement de la VR et ils enlèvent la sédation médicamenteuse. Bah, quand tu fais ça, les gens qui sont allongés, ils ont la tête sur une table d'opération et il y a un gars qui vient t'ouvrir quelque part. Et ben, avoir un petit truc comme ça, léger, occultant, facile à mettre, réglable pour les yeux et qui te bloque pas la tête, c'est le produit parfait. On parle de tests d'accouchement. Du coup, sans anesthésie et où on essaie de tromper le cerveau via la VR pour limiter la douleur. Ce genre aussi, celui-ci aurait sa place. Exactement. Parce qu'il est compact. Ouais, non, j'avoue, sur ce coup-là, tu m'as convaincu. Après, voilà, c'est toujours encore pareil. C'est le grand public, est-ce qu'il va s'emparer de ce produit ? Vraiment, tu sens qu'il est bien taillé pour le monde pro. Il est super bien taillé pour le monde taillé. Il est super bien taillé pour le monde pro. Par contre, dans le grand public, je pense qu'il satisfera les power users.
Tu vois, les gens qui... Genre qui a déjà un casque VR et qui se prendrait en secondaire ça. Exactement. Tu vois, parce qu'il veut pouvoir se mater un Netflix dans son lit, allongé avec son casque VR parce qu'il a envie d'avoir un énorme écran. Il ne peut pas le faire avec son Quest parce qu'il a la batterie qui lui applique à la tête, ou pire parce qu'il a un setting à l'ancienne où il a son PC, ses Lighthouse et son casque, soit Vive, soit autre. Ouais. Bah oui, mais là en fait ça, tu peux pas t'allonger avec, c'est un cauchemar. Ça, tu vois, tu peux t'allonger avec et au moment où tu t'endors, tu les enlèves et tu les poses. C'est un peu la smartwatch qui est l'équivalent du smartphone, c'est-à-dire que c'est pas un indispensable, mais c'est un confort supplémentaire. Exactement. Et d'accord. Okay. Moi, voilà, si on me demande de le placer sur le marché grand public, c'est là que je le pose. Donc, je pense pas qu'HTC va en vendre des dizaines de millions d'unités. Non. Ça, c'est sûr. Par contre, je pense que les gens qui ont envie de ça en VR vont trouver là un produit qui satisfait ce besoin-là. D'accord. Bon, écoute, je te propose qu'on se dirige un peu vers la fin, un petit peu, parce qu'on a déjà bien discuté. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est un petit peu aussi ton état d'esprit par rapport à la VR actuelle, par rapport un petit peu à ce qui arrive, de ce qu'on sait un peu ou de ce qu'on ne sait pas. Mais comment tu trouves Mark Zuckerberg, aussi un petit peu le tollé qui se prend par rapport à Horizon World et tout. Rapidement, si tu nous fais un petit round-up comme ça, et à la limite, si tu terminerais par nous dire le casque que tu préfères, que tu recommanderais aux gens. C'est amusant que tu me poses cette question parce que je donnais exactement cette conférence-là hier à l'Institut Mintelecom. On me demandait de faire un état de l'art de la XR et de parler de l'année en cours. Moi, je pense qu'il y a un acteur déjà à regarder, c'est Nvidia, qui est un acteur qui est très très peu regardé aujourd'hui par le domaine des technologies immersives, mais c'est un acteur qui fait énormément. C'est souvent ceux qui mettent des briques logicielles, des briques machin. Exactement, et des grosses briques techniques. Et là, voilà, moi je vous encourage vraiment, là vous tapez sur YouTube quand vous avez fini la vidéo GTC 2022 et vous regardez les 5 premières minutes. Voilà, vous allez voir une vidéo où il n'y a rien de précalculé dedans, et je vous laisse la découvrir. On l'a fait sur la chaîne, mais elle est incroyable cette vidéo. C'est sûr, donc Nvidia, voilà, moi je trouve que tu as des gros acteurs comme ça qui sont en train de poser des briques énormes. On a un Quest qui se vend massivement, un Focus qui dans l'entreprise se vend massivement. Bien, Et on a de plus en plus de gens qui ont de plus en plus d'idées et qui s'intéressent. On parlait, je te coupe, mais juste pour que les gens comprennent, à un moment on parlait, il y avait des gens qui ne sont pas de HTC, donc qui posaient des questions lors de cette conférence. Il y avait des gens aussi qui avaient des rumeurs de pénurie, et ça avait l'air d'être une vraie inquiétude par rapport à l'intervenant. Bon, c'est pas le cas. HTC a dit que pour l'instant, au niveau des process, c'était... Ils avaient du stock. Voilà, que ça allait, du fait qu'ils sont taïwanais. Mais effectivement, donc ce Vive Focus, il a quand même un succès, vu que même si ça c'est pas fondé, on entend parler de difficultés, de pénurie. Le marché qui se tend. C'est quelque chose qui inquiète parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, ce que je vois de l'écosystème avec l'association, c'est que les carnets de commandes de tout le monde sont en train de se remplir. Ce qui est une bonne nouvelle. Oui, ça veut dire qu'il y a du business, voilà, il y a des échanges et c'est cool. Et ça, c'est un peu, tu vois, on parlait du métaverse, c'est le contre-coup de l'hype du 19 octobre ou du 21 octobre de l'année dernière, où le 22, tout était des métavers, y compris les patates. Mais du coup, en fait, ça a réintéressé plein de gens aux techno immersives. Et donc là, d'un coup, tout le monde veut en faire. Les carnets de commandes se remplissent. Et surtout, les gens sont un peu échaudés des premiers tests qu'ils ont faits au moment de la première hype avec le premier Quest en fait. Ouais. Et du coup, ils arrivent avec des vrais usages. Ils arrivent avec des vraies questions et avec des vraies solutions qui sont apportées à des problèmes concrets. Et donc, on commence à avoir de l'impact. On a parlé ensemble en off, mais de BPCE. Okay, ce sont des gens qui aujourd'hui ont formé plus de 2000 personnes en 3 mois sur une thématique de sécurité. L'objectif avant la fin de l'année, c'est 8000. Voilà, ça c'est du concret, c'est du déploiement d'envergure. Tu as des gens comme Emissive qui, à la Cité de l'Architecture, pas la Cité de l'Architecture, à la Défense et à Lima, ont des expéditions immersives où tu vas aller visiter Notre-Dame et les pyramides de Khéops. Ils passent 40 personnes à l'heure, toutes les heures, tous les jours. Ouais. Donc on a quand même... Il y a de l'appétence quoi. Il y a de l'appétence, il y a des gros projets, il y a de l'ampleur et il y a du roulement qui est en train de s'installer. Donc moi je vois un écosystème où j'irai pas faire mon Gartner à dire que dans 5 ans on fera 15 milliards dans le métaverse, parce que j'y crois pas. Par contre on a un écosystème qui est en train de s'installer, qui est en train de faire son trou. Et de maturer aussi. Et de maturer, c'est-à-dire exactement. Alors c'est peut-être encore un peu tôt, mais on sent qu'on fait le ménage dans du bullshit. C'est ça. On est en train de... Voilà, il y a beaucoup de gens qui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure même en off, il y avait cette espèce de bulle, tout le monde se mettait dedans parce qu'on pense qu'il y a de l'argent à prendre. Et en fait, qu'il n'y a rien derrière, en fait, c'est bâti sur du vent ou sur du bullshit. Et je pense que c'est encore un peu tôt de dire que... Voilà, mais on va dans une zone
on va rationaliser, on va commencer à… Voilà, ceux qui servent à rien, on va les écarter. Mais c'est exactement ça. Et tu vois, le travail que fait l'association France Immersive Learning et d'autres associations, la FXR, RA Pro, le CNXR qui regroupe toutes les associations, c'est ça le travail de ces gens-là. Ce qu'on fait, nous, c'est de devenir des points d'entrée crédibles sur l'écosystème pour que les gens puissent venir en toute confiance s'adresser aux associations en disant « j'ai un problème, comment je le résous ?» Et donc eux vont, et nous on aiguille en fait derrière sur des partenaires, des solutions en disant ça c'est plutôt ça, ça c'est plutôt ça. Faites attention, ça moi je ne ferai pas en techno immersive parce que tout n'est pas immersif. Non, voilà, tout n'est pas voué à être dans de la VR ou dans de la AR. Exactement. Voilà. Donc les choses sont en train de se rationaliser mais sont aussi en train d'exploser. Et tous les secteurs sont en train de s'intéresser. Et avec des produits comme les produits Focus, comme les produits, comme l'ensemble de la gamme Vive, comme la concurrence qui arrive avec Pico, les annonces qu'on attend de Facebook à la GTC, à la Connect. Oui, je suis trop vieux, je parle de Facebook et pas de Meta. Mais voilà, à la Connect, on attend aussi beaucoup d'annonces. Eh ben, moi, je vois vraiment un écosystème qui est en train d'accélérer. Le PSVR 2, je sais que vous en avez parlé au dernier XR360, mais pour moi, c'est quand même une bonne nouvelle, tu vois. Oui, bien sûr. Sony qui revient. Qui remet des billes. C'est ça. Alors que c'était pas simple pour eux quand même, le PSVR premier du nom. Il a pas été. Ça s'est bien vendu, mais ça s'est. On voit que ça n'a pas été très satisfaisant non plus. On n'a pas vu tous les éditeurs se ruer dessus pour mettre des gros jeux. Exactement. C'était compliqué. Mais donc du coup, qu'ils remettent des billes et que, voilà, quand on regarde le casque d'un point de vue spec et les nouveaux contrôleurs et tout ça, ils ont fait le taf. Ouais. Tu vois, après, on verra comment il vit, on verra comment les gens s'en emparent, comment les éditeurs s'en emparent. Mais moi, je vois en 2022 l'année des challengers. Okay. Voilà, je vois Pico qui débarque, je vois PSVR qui débarque sur le secteur du grand public. Pico et Meta vont débarquer sur le secteur du business. Ouais. Et en fait, même si, et je comprends que ce soit frustrant pour le grand public, tu vois, même si dans le domaine du grand public, il y a de la frustration par rapport à certaines annonces qui font que ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite. On n'a pas les gros titres. Ouais. On voudrait plus de casques. On n'a pas les casques 12K. On n'a pas Ready Player One dans le métavers. Exactement. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si les entreprises s'intéressent au business, c'est que ça va arriver après. C'est toujours comme ça qu'ont fonctionné les innovations technologiques. C'est d'abord le business, ensuite le grand public. Internet, c'était pareil. Les smartphones, c'était pareil. Les tablettes, c'était pareil. Ok, tout ça, ça commence dans le business parce que au début, c'est le business qui a les fonds. Voilà. Donc ça arrive et moi je pense que 2022-2023 en fait, donc la fin maintenant et toute l'année prochaine va être l'année des challengers, va être l'année des produits qui vont arriver et qui vont mettre des coups de pied aux leaders du marché, que ce soit dans le business, que ce soit dans le grand public. Et on va avoir un florissement d'appareils et qu'on commence à voir, voilà, le Neo qui est assez récent, le Flow qui était là un petit peu avant, Pimax va arriver avec des nouveaux casques, Meta va nous en annoncer des nouveaux, et si jamais à la Connect ils nous annoncent que des casques business, ça veut dire que c'est des casques grand public en 23. Donc ouais, moi je pense que vraiment on est sur où on va avoir plus de choix en tout cas pour le consommateur. Tu vois, je pense que jusqu'à présent, on a eu d'abord HTC qui était le seul leader. Ensuite, il y a Oculus qui a débarqué, qui est devenu Meta depuis, qui lui a mangé tout le secteur du grand public. Il y a Pico qui cherchait à rentrer, mais de loin, et là, ils sont en train d'investir massivement. Et on va avoir toutes les nouvelles technologies de MR qui vont arriver, et je pense que ça va être une année assez intéressante en réalité. Ok. Et si on devait finir un peu par toi, tes recommandations en termes de casque, là on est plutôt grand public, on est un peu toi dans le perso, on tâte un Quest 2. Ouais. D'accord, mais si tu devais dire aux gens là, pour ceux qui veulent, qui se tâtent à prendre un casque, outre le fait que si vous avez une PS5, on va plutôt vous dire d'aller prendre le PSVR 2. Parce qu'il y a des boîtiers qui arrivent en plus. Et puis voilà, et puis c'est dans la logique des choses. Quel casque tu conseillerais pour un mec PCVR là actuellement? Un PCVR? Ouais. Je dirais que ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on a des acharnés de simulation, genre qui font que de la conduite de bagnole ou que de l'aviation ou que des trucs comme ça, là pour le coup j'irai chez HP. Ouais, le Reverb G2. Le Reverb G2 qui est, moi j'aime pas son tracking, mais si tu veux faire de la simu, il est parfait parce qu'il a, il est assez simple d'usage, il a une résolution et une image qui est quand même assez canon. En gros, si tu n'utilises pas les manettes quasiment, en fait. Si tu n'utilises pas les manettes, dans un Otas ou sur un volant. Exactement, il est parfait. Voilà, quelqu'un qui veut passer 200 heures dans Flight Simulator en VR, faut acheter un G2, il n'y a pas de question.
quelqu'un qui voudrait aller faire plutôt du gaming, moi j'irais acheter un Pro 2 de chez Vive et j'irais acheter les contrôleurs de Valve. Voilà, j'irais acheter des Index parce que les Wands de Vive vieillissent un peu, mais le Pro 2 et des Index contrôleurs, ça fait un super combo. Ouais, ok. Du coup, pour terminer, simplement, il y a donc Meta qui arrive avec de la Mixed Reality. C'est un truc qui est encore assez confidentiel, la Mixed Reality. Tu vois quoi comme avenir ça? Tu sens que ça va être intéressant, que ça va être… Je pense que, tu vois, la réalité augmentée, la réalité virtuelle nous ont ouvert des usages qu'on ne soupçonnait pas. Ouais. Et ben, j'ai un peu l'impression que la réalité mixte, ça va être aussi ça. Okay. Tu vois, je parlais avec des gens qui sont en train de se spécialiser dans la réalité mixte et on discutait de cas d'usage et je leur disais, moi, un truc que je vois bien, c'est dans le domaine du pro, c'est le prof et ses élèves sont en réalité mixte. Dans le monde réel, ils se voient, ils se parlent, le prof explique les consignes et va amener par exemple des éléments d'un moteur à monter au milieu de tout le monde. Et donc il fait son cours et il leur explique le machin. Et il dit ok, maintenant on part en TP. Les élèves se retournent et là une porte se dessine dans le monde réel, ils passent à travers, ils passent en réalité virtuelle pour que chacun y travaille de leur côté et le prof peut lui rentrer dans chacune des portes pour aller aider son élève. Ouais. Voilà. Ça c'est un usage de pure réalité mixte et c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui. On a besoin de ces nouveaux casques pour faire ça. C'est une idée parmi tant d'autres. Et il y a des gens qui ont déjà imaginé du gaming sur HoloLens, pas HoloLens sur Magic Leap. On a déjà des premiers jeux où tu utilises ton environnement. Même sur HoloLens, on avait vu sur HoloLens, avec Pokémon et tout ça. Là, il y a un mec qui s'était. C'est ça qui s'était bien amusé avec ça. Donc, la réalité mixte, je trouve que c'est une nouvelle techno qui va apporter ses nouveaux usages, ses nouvelles contraintes et ses nouveaux besoins. Et donc, on va avoir des choses dont personne ne soupçonne aujourd'hui l'existence. Et où on n'a pas les idées, mais on va innover dessus. Un exemple moi, que j'avais trouvé super cool, mais c'est un mec qui a développé ça sur Quest à l'époque, avec le pass-through, c'était un piano, et tu avais les notes qui tombaient en Guitar Hero. Pour apprendre et toucher les bonnes notes, les machins. C'est un truc tout con, mais c'est super bien en fait. C'est ludique quoi, ça rend la chose tellement ludique. Et puis tu vois, moi je… d'apprendre le solfège. Alors moi, j'ai vu des gens apprendre le piano, ils se cognent le solfège, puis après ils vont sur YouTube et t'as ces vidéos-là. Ouais. Mais c'est la même vidéo, hein. Tu as les notes qui tombent, t'as les touches du piano, puis les touches du piano s'illuminent en fonction des touches que tu dois frapper. Ouais. Et les mecs font la transposition de l'un à l'autre sur le piano, c'est super galère. Tu vois, si t'avais tout qui tombait au même endroit. Donc ça tirait vachement plus vite. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter chez France Immersive Learning du coup? Et c'est quoi votre actu proche là, si vous avez des trucs Ah bah si j'ai une belle actu et tu as un truc à nous souhaiter, c'est des Buzz Awards de l'Immersive Learning qui vont s'organiser avant l'été prochain, donc aux alentours du mois de mai. C'est quoi le concept rapidement? Le concept, ça va être de récompenser des professionnels qui utilisent les technos immersives. On va pas récompenser des technos en tant que tels. D'accord. On va récompenser des utilisations de la techno. Voilà. Ok. Et donc c'est quand? Mai, juin, c'est pas encore complètement fixé. Ça sera une soirée de gala avec plein de choses. Est-ce que s'il y a des gens qui nous regardent et qui sont dans le cas d'usage que tu as en train de citer, comment ils peuvent faire pour tenter leur chance ou… Il va falloir nous contacter en direct. Ok, on mettra tout dans la description. Tu m'enverras ce qu'il faut que je t'enverrai tout ce qui va bien. Et voilà, on va organiser ça. Il y a encore des places. Le truc, c'est les dossiers seront envoyés courant janvier. Ouais, donc il y a encore un peu de temps là. Oui, il y a le temps. Là, il faut qu'on finalise les choses et puis après, il y aura des coms un peu plus massives. Ça va être le point d'orgue de l'année de l'association et qu'on ait beaucoup de postulants, une belle soirée, des beaux récompensés et puis un bel avenir pour les technologies immersives. Très bien. Merci beaucoup à toi, Louis, de m'avoir ouvert les portes de vos magnifiques locaux, de m'avoir permis de toucher à des produits assez d'exception qu'on ne voit pas très souvent ici. Le ViveFlow, merci HTC aussi également d'avoir fait cet événement. En tout cas, c'était très très cool. J'espère qu'on te retrouvera bientôt, en tout cas quelque part sur la web TV. Avec plaisir. Si vous voulez nous suivre, donc c'est sur Twitch, ETR_FR.
bien entendu, et pourquoi pas ton retour, tant attendu, peut-être sur XR360 quand tu arriveras à retrouver du temps. En tout cas, c'est avec plaisir parce qu'on apprécie toujours autant tes coups de gueule, voilà, ta manière de dire les choses. Et puis nous, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser en tout cas un pouce et mettre un commentaire en bas pour nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de ce format. N'hésitez pas aussi également, si vous avez envie de soutenir la chaîne, il y a plusieurs façons. Il y a la première, c'est la plus importante, c'est d'aller en bas dans la description, d'aller voir l'association que l'on défend qui s'appelle les Lutins du Phénix, qui apporte joie et bonheur aux enfants hospitalisés le temps d'une journée en tout cas. Si vous avez envie de soutenir la chaîne et surtout aussi ma personne, c'est d'aller sur le lien en bas pour Utip également. Vous pouvez faire un don sur Utip, que ça peut être un don ponctuel ou régulier, comme j'ai eu récemment, que je remercie aussi également. Vous pouvez aussi cliquer sur le merci en bas là que j'ai activé, donc qui permet de donner un tips. Voilà, un petit pourboire si vous avez apprécié le contenu que je vous ai proposé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et tu sais ce qu'on dit chez moi? Restez connectés. Bye bye tout le monde. Salut!